Jeune orpheline maltraitée par Madame Druid, la riche tante qui l'a recueillie et qui finit par s'en débarrasser, Jane Eyre est envoyée à l'institution de Lowood, une maison de charité pour jeunes filles pauvres. Dans cet établissement, elle mène une vie particulièrement difficile et austère sous les brimades continuelles des surveillantes. Cloîtrée dans cet univers sinistre, elle n'en sort qu'à 18 ans, moment où elle est engagée comme gouvernante pour la nièce d'un homme mystérieux, Monsieur Rochester. Vivant avec sa petite élève Adèle dans le cadre sauvage et romantique du manoir de Thornfield, elle tombe peu à peu amoureuse de Rochester, qui, elle le sait, partage ses sentiments. Mais celui-ci est marié à une folle qui vit enfermée dans une des tours du manoir et ne pouvant lui offrir une vie digne d'elle, s'étourdit dans une vie mondaine et artificielle. Rochester demande alors à Jeanne de fuir avec lui, mais désemparée, celle-ci prend seule la clé des champs. Elle apprend que Rochester a perdu la vue dans l'incendie déclenché par sa femme démente. N'écoutant que son amour, Jane Eyre revient à Thornfield pour se dévouer à Rochester qui, enfin apaisé, l'épouse et peu à peu retrouve la vue. « Vous avez l'air embarrassé, me dit-il, et, quoique vous ne soyez pas plus jolie que je ne suis beau, cependant, un air embarrassé vous va bien. D'ailleurs, cela me convient. C'est un moyen d'éloigner de ma figure vos yeux scrutateurs et de les reporter sur les fleurs du tapis. Ainsi donc, je vais continuer à vous embarrasser, jeune fille. Je suis disposé à être communicatif aujourd'hui. » Si Jane Eyre peut être comprise comme le roman de l'émancipation de la femme, de la conscience de ses droits et du sentiment de son indépendance au début de l'ère victorienne, ce livre est surtout remarquable par la force de ses personnages. Violents, obstinés, tourmentés, ils sont tous mus par une passion vitale, autant que par une morale austère de noblesse et de fierté. Comme il est vrai que la beauté réside dans le regard de qui la contemple. Le visage sans éclat et olivâtre de mon maître, son front carré et massif, ses sourcils noirs et épais, ses traits marqués, sa bouche ferme et rébarbative, pleine de décision, d'énergie, de volonté. Il n'y avait dans tout cela, d'après les règles, rien de beau, mais ces traits possédaient pour moi plus que de la beauté. Ils étaient empreints d'un intérêt, d'une influence qui me subjuguait complètement, qui me privait de tout pouvoir sur mes propres sentiments pour les livrer à mon maître. Je n'avais pas voulu l'aimer. L'habileté de Charlotte Brontë ne tient pas tant à l'intrigue, parfois à la limite du vraisemblable, qu'à ce mouvement dont elle anime personnages et paysages. Car le cadre a de l'importance considérable. Lande brumeuse et sauvage ou éclatante de soleil et de vie, la peinture de cette nature, avant tout romantique, vient encore renforcer le caractère passionné de ces personnages et souligne l'évolution de leurs sentiments. Vous avez froid, vous êtes malade et vous êtes sotte. Prouvez-le, rétorquai-je aussitôt. Je vais vous le prouver en peu de mots. Vous avez froid parce que vous êtes seul, aucun contact ne fait jaillir la flamme qui est en vous. Vous êtes malade parce que le sentiment le meilleur, le plus doux, le plus sacré que l'homme puisse éprouver vous est interdit. Vous êtes sotte
parce que vous ne lui ferez pas signe d'approcher, vous ne ferez pas un seul pas à sa rencontre, quelles que soient vos souffrances. Charlotte Brontë a un magnifique tempérament d'écrivain, de poète, et Jane Eyre est le roman d'un très grand lyrisme. Les descriptions, modèles réalistes et poétiques sont innombrables, pleines d'aisance et toujours si variées qu'elles donnent l'impression d'un tour de force. C'est d'une extrême habileté et, dans ce roman encore, l'auteur est un magicien. Généralement, on croit les femmes très calmes, mais elles ont la même sensibilité que les hommes. Tout comme leurs frères, elles ont besoin d'exercer leurs facultés et leur faut l'occasion de déployer leur activité. Les femmes souffrent d'une contrainte trop rigide, d'une inertie trop absolue, exactement comme en souffriraient les hommes, et c'est étroitesse d'esprit chez leurs compagnons plus privilégiés que de déclarer qu'elles doivent se borner à faire des puddings, à tricoter des bas, à jouer du piano, à broder des sacs. Il est léger de les blâmer, de les railler, lorsqu'elles cherchent à étendre leur champ d'action ou à s'instruire plus que la coutume ne l'a jugé nécessaire à leur sexe. Pour publier ce roman, Charlotte Brontë a pris un pseudonyme masculin, Currer Bell. La confusion sur le genre de l'auteur de ce roman fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni, comme rapporte le journal L'Assemblée nationale en 1849. Son correspondant sur place fait état de discussions littéraires de membres du gouvernement qui dissertent le temps d'un repas avant que Disraeli n'intervienne et que le débat soit tranché. On proclama au dessert, à la presque unanimité des voix, que l'auteur de Jane Eyre était une fille d'Ève. Lorsque le roman est publié en France, dans une version troquée en 1855 sous le titre Jane Eyre ou Mémoire d'une gouvernante, les critiques français connaissent l'identité de Charlotte Brontë qui vient de mourir le 31 mars à l'âge de 38 ans. Pour le journal des débats politiques et littéraires, la jeune femme a laissé une trace profonde et éclatante dans la littérature contemporaine de l'Angleterre, même si elle n'a, au moment de sa mort, publié que 3 romans. Elle aurait pu produire plus si elle avait voulu répondre à ce qu'on appelle la demande du public et des libraires. Mais elle regardait la publication d'un livre comme un acte de conscience. Elle prétendait que la peinture de la vie ne devait être que le produit de l'expérience et de l'observation personnelle. Je vous dis que je dois partir, répliquai-je, agité par une sorte de passion. Pensez-vous que je pourrais rester ici et n'être rien pour vous? Me croyez-vous un automate, une machine incapable de sentiment? Me croyez-vous capable de supporter qu'on arrache à ma bouche le pain et l'eau dont je vis? Pensez-vous qu'étant pauvre, obscure, simple et petite, je sois sans âme et sans cœur? Vous vous trompez, j'ai autant d'âme que vous et tout autant de cœur. Et si Dieu m'avait donné un peu de beauté et beaucoup de richesse, j'aurais fait en sorte qu'il vous fût tout aussi pénible de me quitter qu'il m'est dur de me séparer de vous maintenant. Le Constitutionnel rappelle le 8 juin 1857 le quotidien étrange qui fut celui de sœur Brontë, vivant loin du monde dans la paroisse de leur père. La faculté d'observation ne peut à elle seule expliquer la puissance du roman de Charlotte Brontë. Que ce talent développé loin du monde et du théâtre remuant de la vie se soit révélé un jour si complet, si vigoureux,
si vrai que cette jeune fille du Yorkshire ait pu acquérir une connaissance si approfondie du cœur humain et qu'elle ait si bien réussi dans la peinture d'un caractère comme celui de Rochester de Janer, voilà qui ne se comprend qu'en admettant une puissance d'intuition qui peut s'appeler du génie. Ah, vous voilà, ma joyeuse Alouette, s'écria-t-il. Venez à moi, vous n'êtes pas partie, vous n'avez pas disparu. Il y a 1 heure, j'ai entendu une de vos sœurs chanter dans les bois. Mais pour moi, ce chant n'avait pas d'harmonie, de même que le soleil levant n'a pas de rayon pour moi. Mon oreille est insensible à toutes les mélodies de la terre et n'aime que la voix de ma Jeanne. Heureusement qu'elle se fait souvent entendre. Sa présence est le seul rayon qui puisse me réchauffer. La façon la plus concise pour définir l'apport important de Charlotte Brontë à la littérature me semble être la suivante. Elle a atteint l'expression du romantisme le plus élevé à travers le réalisme le plus bas.